Bonjour toutes et tous, bienvenue sur le stand de la communauté des offreurs de solutions pour cette nouvelle séquence de conférences. Je m'appelle Grégory Buchait, je suis ingénieur en automatique. Bienvenue monsieur. Au sein de CMS Automatisme, nous sommes concepteurs fabricants de machines spéciales et je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de l'open source dans l'industrie. Donc une PME familiale d'un peu moins de 200 employés basée en Moselle-Est, avec une expérience de plus de 35 ans en conception, fabrication et en usinage. Et les faits marquants, notamment récemment, nous avons mis au point et nous allons mettre sur le marché prochainement une gamme de produits dédiés à la robotique mobile autonome, qui inclut des solutions open source. Donc nos métiers d'usinage, un cœur de métier important qui nous permet de fabriquer les composants que nous allons intégrer dans les machines spéciales et dans la robotique mobile. Également une gamme de produits clés en main qui nous permet, basé sur notre expérience d'intégrateur et de concepteur, de proposer aujourd'hui des solutions à la fois de convoyeurs, de systèmes vraiment spécifiques que nous avons au catalogue. Alors pour se remettre un peu dans le contexte, les révolutions industrielles, on parle aujourd'hui de la 4e révolution industrielle, donc l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. Donc le maître mot aujourd'hui, c'est capter de l'information, capter de la donnée, et on va parler d'intelligence. C'est comment traiter cette information d'une manière systématique et automatisée pour rendre le système et la machine plus intelligentes. Donc les concepts prennent en compte ce qu'on appelle les systèmes cyberphysiques. Je vais donner peut-être quelques détails. Ce sont des systèmes physiques qui peuvent interagir d'une manière informatisée, qui échangent de l'information. Donc de nouveau, ce contexte maîtrise et fourniture de données. Donc les concepts, d'une manière générale, sont plutôt variables en fonction de l'utilisateur. Donc on va, suivant les interlocuteurs, voilà, on va situer les périodes plus ou moins précisément. D'un point de vue vraiment global, ce qui va différencier les différentes révolutions industrielles, c'est technologiquement. Si on prend les premières révolutions industrielles, en tout cas les premiers systèmes mécanisés qui vont permettre d'assister l'humain. Donc on va parler de technologies universelles, non spécialisées, compatibles, interchangeables. Par exemple, le clou ou la vis qui pouvait être produite sur place et qui pouvait être utilisée pour réaliser des opérations particulières. La 3e révolution technologique, elle a amené voilà, de nouveaux fournisseurs sur le marché qui ont fourni des solutions propriétaires, mais très spécialisées, très efficaces, efficientes également. Et du coup, il y a eu une période où tout l'écosystème de ce fournisseur était plutôt fermé, voilà, ce qu'on appelle le vendor lock-in, et qui était limité en termes de compatibilité. La 4e révolution technologique, elle se veut basée sur des standards de l'industrie, donc avoir cette ouverture, cette interopérabilité, cette flexibilité avec d'autres environnements. Et également de consortium versus monofournisseur, donc basé sur la communauté, sur des standards de l'industrie qui vont être après exploités par ces gros fournisseurs qui aujourd'hui ont parfois des monopoles. Et dans la 4e révolution technologique, on va s'intéresser plutôt, l'objectif et le point de vue, c'est de produire de produire de façon personnalisable. Donc il y a une notion d'interaction avec le client de manière numérique. Donc le client peut être amené à se connecter directement à son fournisseur, de donner des spécifications sur son produit et d'une manière informatisée et automatisée, le système va lui réaliser son produit comme il le souhaitait. Si on pouvait résumer, l'objectif, c'est de séparer le quoi du comment. Comment, c'est les technologies. Le quoi, c'est le savoir-faire. Donc si on arrive à séparer les deux produits, donc on peut évoluer technologiquement, mais toujours en gardant la maîtrise du savoir-faire. Et pour ceci, nous pouvons utiliser des solutions de l'open source. Alors, dans les définitions qui sont données dans le domaine, vous allez retrouver à la fois ce qu'on appelle des logiciels libres, des logiciels open source, des logiciels commerciaux open source, des freeware, des gratuitiels, des freemium, des logiciels propriétaires. Voilà, l'idée c'est qu'il y a du droit d'auteur, il y a des packages logiciels qui sont édités
Donc quelque part, il y a certaines règles à respecter. Dans la culture des logiciels libres, il y a deux grands courants. Il y a les logiciels dits libres. Alors libre au sens de la liberté d'utilisation, pas au sens de la gratuité. D'accord ? Un logiciel libre peut être payant. Et d'un autre côté, il y a le côté logiciel open source, donc à source ouverte et qui peut être redistribué librement, utilisable, exploitable et recréé, modifié, mais à condition de respecter certaines exigences, notamment en termes de licence pour la redistribution. Donc s'il y a des modifications du code open source qui est utilisé, certaines licences vont réobliger à republier ces modifications. Donc je le disais, les logiciels libres ou open source peuvent être payants, peuvent être utilisés à des fins commerciales, tout dépend du type de licence qui est utilisé. Les gratuiciels, donc ce sont des logiciels que vous pouvez trouver de manière gratuite dans l'écosystème Internet ou autre, mais qui restent propriétaires, c'est-à-dire que le code source n'est pas disponible, donc il n'y a pas possibilité d'aller quelque part regarder, analyser, auditer le code source et de pouvoir l'utiliser, de le modifier. Et au final, les logiciels dits propriétaires, donc qui sont la propriété d'éditeurs spécifiques et dans l'écosystème global, ils peuvent être considérés comme étant limitants. Donc on peut limiter l'utilisateur dans son utilisation finale et qu'il y a une espèce d'injonction de pouvoir injuste qui peut être justifiable ou non. Donc les prémices du logiciel libre ont été évoquées par M. Stallman dans les années 80 et qui ont été formalisées dans un contexte institutionnel avec le projet GNU et la Free Software Foundation. Donc les premières ébauches de licences libres ont été introduites en 1986. Donc ça remonte déjà à un certain temps, c'était le début de l'ouverture avec surtout des systèmes d'exploitation basés sur Unix. Les 4 piliers fondamentaux, les libertés fondamentales, c'est qu'il y a une liberté d'utiliser le logiciel gratuitement, il y a une liberté d'étudier le logiciel, donc d'analyser le code, de l'auditer, une liberté de le copier et une liberté de le modifier et de le redistribuer. Tout dépend bien évidemment du type de licence, et je vais y venir. J'évoque ici les licences les plus courantes qui sont utilisées dans le monde de l'open source, dans des licences de type Apache, GNU, BSD, etc. Donc chacune a sa spécificité ou ses spécificités, comme par exemple les licences BSD qui permettent de manière générale de réutiliser tout ou partie du logiciel sans restriction, qu'il soit utilisé dans un logiciel libre ou propriétaire. Donc même si vous reverrouillez le code, potentiellement la licence BSD est utilisable. Il y a également ce qu'on appelle le copyleft, qui est un terme construit par opposition au terme copyright. Donc, lorsqu'un code applicatif est édité, il peut y avoir une impossibilité de modifier le code ou de ne pas citer celui qui l'a réalisé. Pour résumer, une comparaison entre les logiciels libres et open source et ou propriétaires, c'est que au niveau du coût d'utilisation direct, bien sûr le logiciel open source est gratuit, donc il est tout à fait possible de l'utiliser sans monétisation. Le logiciel propriétaire, la plupart du temps, il y a des licences, que ce soit à un achat ponctuel ou annuel. Lorsqu'on parle de solutions hébergées en SaaS, donc il est possible, lorsqu'il y a des solutions open source, de les gérer soi-même, donc de les héberger en solution on-premise. Les logiciels propriétaires aujourd'hui ont de plus en plus tendance à être hébergés dans des écosystèmes basés dans le cloud. Au niveau de la maintenance et du développement, le monde de l'open source est basé sur la volonté, le volontariat de différents acteurs pour faire des modifications et des évolutions de code. Donc il y a une communauté qui se crée et qui peut décider à un moment donné de fusionner ou de se séparer de l'idée originelle du logiciel applicatif, ce qu'on appelle des forks. Donc tout ça, ça crée potentiellement effectivement de la confusion et ça peut créer aussi une espèce de
une vue pérenne qui peut être altérée. Au niveau des mises à jour, la plupart des logiciels open source de grande distribution sont maintenus, les codes sont vérifiés, il y a des tests et des audits de cybersécurité qui sont effectués. Donc il y a un suivi qui est tout à fait normal et naturel, de même que dans les logiciels propriétaires. Après, c'est tout à fait aléatoire. Certains logiciels propriétaires peuvent ne pas être mis à jour. Tout dépend de l'éditeur de ce logiciel. Peut-être le point le plus important et celui qui peut freiner, à mon avis, l'utilisation de logiciels open source, c'est le support. Autant avec les logiciels propriétaires, il est très facile de décrocher son téléphone, d'appeler la hotline pour dire votre logiciel ne fonctionne pas, et moyennant coût certainement de support, le prestataire va certainement la plupart du temps faire en sorte de répondre à votre besoin. Dans la communauté, c'est un peu plus compliqué. C'est décrocher le téléphone pour appeler qui, c'est un peu plus complexe. Du coup, il y a tout un réseau de communication autour de la communauté qui se crée pour pouvoir débugger et créer peut-être aussi des nouveaux marchés, des nouveaux métiers. D'une manière globale, les limites de l'open source, donc c'est s'il faut déterminer, si vous trouvez, si un bug apparaît dans le code, donc c'est trouver quelqu'un dans la communauté qui sera capable de le déterminer. C'est encore quelque chose d'assez complexe à accepter. Le deuxième point, c'est s'assurer que les licences qui sont utilisées autorisent la modification et la redistribution, même sous forme propriétaire, des logiciels qui ont été édités. Il y a également des vérifications légales et des analyses de risque à effectuer. Est-ce que le logiciel open source et libre est-il cybersécurisé? Voilà. Donc il peut y avoir au final un coût non négligeable à utiliser des logiciels open source qui sont de fait gratuits. Il y a également des initiatives internationales qui en font la promotion, notamment l'Open Source Initiative, la Free Software Foundation, etc. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il y a quand même des communautés qui sont actives, qui sont organisées pour développer, acculturer le public sur les solutions libres et open source. Au niveau national, donc il y a des entités qui émanent de la partie gouvernementale, notamment le DINUM, le CIL qui développe une liste de logiciels open source qui peut être utilisée dans les différentes entités étatiques, dans l'administration par exemple. Il y a également l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information qui est un des plus grands contributeurs de logiciels libres au niveau français, qui a développé notamment un système d'exploitation sécurisé open source qui s'appelle CLIP, entre autres. Alors, cette liste de logiciels dédiés aux applications opérationnelles, donc l'OT, tout ce qui est plutôt dédié machine, c'est aujourd'hui notre cœur de métier. Nous sommes concepteurs fabricants de machines spéciales. Donc, j'ai dressé une liste non exhaustive de tous les équivalents potentiels entre les logiciels propriétaires et les logiciels open source. Donc, par exemple, pour nous, exploiter des logiciels de développement d'applicatifs suivant la norme IEC 61131, c'est-à-dire tout ce qui va toucher les automates programmables industriels. Voilà, on reconnaît les plus grands éditeurs, allez-y, les plus grands éditeurs qui sont connus. Alors, la liste est non exhaustive, bien sûr. Et en face, vous avez des projets open source qui peuvent être exploités. Global, cette liste, voilà, elle se veut la plus à jour possible. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les logiciels ont des maturités différentes, ont des qualités différentes. Tous ne sont pas forcément à même de remplacer les solutions propriétaires. La suite de la liste, donc les outils de développement pour pouvoir développer, par exemple, de la commande numérique, des impressions 3D. Donc il y a des logiciels en libre accès qui sont accessibles, que ce soit de la CAO électronique, de la schématique électrique, bien sûr avec à chaque fois les plus grands noms des logiciels propriétaires.
Donc, je vous ai parlé de la partie OT, opérationnelle. Dans la partie IT, la tendance est quand même un peu plus généralisée d'avoir accès à des logiciels open source. Donc, on connaît bien sûr tout l'écosystème Microsoft pour la partie système d'exploitation et serveurs. Par contre, en parallèle de cela, la communauté fournit quand même un nombre de projets qui est tout à fait qualitatif, maintenu et fiable. Je vais vous parler d'un cas d'application chez CMS Automatisme. Donc, nous avons à disposition une plateforme technologique expérimentale qui nous permet de faire des essais, des preuves de concept, des avant-projets. C'est justement d'utiliser des logiciels open source pour voir quels sont justement les avantages et inconvénients par rapport aux solutions propriétaires qui sont utilisées chez nous. Donc, d'une manière générale, au niveau de la CAO, aujourd'hui, c'est encore un domaine qui est peut-être sous-exploité au niveau libre et open source par rapport aux solutions plus propriétaires. Sur la partie contrôleur logiciel, automate programmable, il y a un écosystème qui est en train de se créer, qui devient de plus en plus dynamique et qui tranche vraiment au niveau de la technologie en s'appuyant sur des systèmes d'exploitation Linux, en exploitant une norme basée sur les systèmes événementiels IEC 62499, par exemple. Un autre écosystème qui s'appelle ROS, je vais en parler dans la slide d'après, le Robot Operating System, qui permet de gérer des applicatifs robotiques, notamment les mouvements des trajectoires, ou plus. Donc un focus sur ROS. Nous l'exploitons aujourd'hui sur la plateforme expérimentale et sur les robots mobiles autonomes. Donc c'est un quadriciel, c'est le nom global qui englobe toutes les fonctions de ce logiciel. L'idée c'est de fournir un écosystème avec des nœuds qui publient des informations et des nœuds qui souscrivent à des informations. Donc il y a une notion de publish-subscribe, ce qui fait que c'est dynamique, très dynamique, adaptatif, flexible, interopérable. Ça, c'est dans les avantages. On peut découpler en blocs fonctionnels, donc rajouter des fonctionnalités sans altérer le reste du fonctionnement. Au niveau langage de programmation, c'est basé sur des langages courants de l'industrie en C, C++, Python, en JavaScript, par exemple. Et il y a une communauté, dont une communauté industrielle de plus en plus, qui s'approprie cette technologie et qui la développe. Donc, il y a une communauté qui s'appelle ROS Industrial, qui est soutenue notamment par les instituts Fraunhofer en Allemagne et qui en font la promotion. Au niveau des contraintes, alors il y a bien sûr l'aspect licence, comment utiliser, modifier du code open source et le redistribuer en étant propriétaire du code. C'est toute la question aujourd'hui des différents types de licences. Il n'y a pas encore ou peu de notion temps réel sur la version ROS 1. Après, la notion temps réel, elle est tout à fait relative par rapport aux besoins que vous avez dans l'intégration. La question, c'est si vous avez des choses spécifiques à développer, vous devez le développer vous-même si la communauté ne l'a pas déjà fait. A contrario, en s'appuyant sur des solutions propriétaires, souvent les éditeurs font l'effort de proposer, moyennement finance, voilà, déjà des solutions existantes. Il n'y a pas encore de sécurité fonctionnelle qui est mise en œuvre. Ça, c'est le point peut-être le plus bloquant aujourd'hui dans le monde industriel, en tout cas pour notre part. Même s'il y a des évolutions avec la version 2 de ROS, qui prend notamment en compte le temps réel et des meilleures performances, le point bloquant, c'est la sécurité fonctionnelle. Donc il y a des industriels qui se sont intéressés à ce sujet. Donc une entreprise qui s'appelle Apex, qui a développé un noyau temps réel dédié aux applications sécurité fonctionnelle, donc c'est en cours de développement. Donc il y a un intérêt industriel à exploiter et à intervenir et interagir avec cet écosystème. Un dernier point de vue sur l'exploitation d'un logiciel à système événementiel qui s'appelle Node-RED, qui a été développé à l'époque par IBM. Donc ça nous a permis d'interagir de manière non intrusive avec des automates programmables industriels, de faire de l'acquisition de données, toujours de manière non intrusive, de stocker les données, peu importe sur une base de données ou autre, et de faire du traitement statistique en pied de machine, ce qu'on appelle de l'edge computing. Donc tout ça en exploitant uniquement des solutions open source. Donc le bilan, l'industrie 4.0, elle se base sur des standards de la technologie et de l'industrie, donc notamment des technologies
fermé et propriétaire, mais l'open source aujourd'hui, il y a toute sa place. Même les plus grands noms des éditeurs de logiciels, alors j'en ai cité un en particulier, exploitent, intègrent aujourd'hui des solutions open source dans leur écosystème. Je prends l'exemple de Siemens avec sa solution Edge Factory Box qui exploite Node-RED avec des nœuds qui sont par contre propriétaires. Pour une application industrielle, dans des environnements de test, c'est tout à fait exploitable de manière naturelle et standard. Dans un environnement de production, il faut prendre en considération la maturité des différentes briques logicielles, bien sûr. Un point plus personnel sur voilà, les habitudes de programmation, donc les paradigmes qui sont liés aux différentes cultures, les automaticiens qui ont leur écosystème, les informaticiens qui ont leur écosystème. Donc la tendance, c'est plutôt d'aller sur des solutions du monde de l'informatique. Et donc il y a encore voilà, peut-être un discours, un dialogue à avoir pour que ces deux mondes-là puissent échanger correctement. Il est possible d'exploiter des logiciels open source ou libres à des fins commerciales. Tout dépend du type de licence qui est utilisé. Et enfin, je voudrais lister aujourd'hui les questions qui sont à se poser quant à l'avenir de l'utilisation des logiciels open source. Notamment, est-ce qu'on peut faire confiance dans la communauté? La question, c'est qui développe, qui est derrière, qui sont les personnes qui sont derrière, qui teste, qui valide, qui audite. C'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Est-ce que la cybersécurité, les tests qui sont réalisés sont vraiment crédibles? Voilà, c'est des questions de fond, sachant que avec les logiciels propriétaires, on n'en a pas la certitude non plus. On ne sait pas qui développe, on fait confiance parce qu'on paye. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour des questions éventuelles. Bonne fin de salon.